Le combat apparemment sans fin contre le djihadisme aussi dans l'actualité en ce samedi matin et une très forte impression de retour en arrière. La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali dès que possible face à l'avancée d'un groupe affilié à Al-Qaïda qui se rapproche de Bamako, la capitale, tout en l'asphyxiant. Retour, on va le voir plus tard, du djihadisme aussi en Syrie, l'État islamique qui reprend de la vigueur à la faveur de la chute de Bachar al-Assad. Le tout alors que les moyens militaires, notamment pour lutter contre ce djihadisme, ces moyens sont de plus en plus minces, voire désormais inexistants. Dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, on parle de tout ça avec nos experts. À quelques jours de la commémoration, bien sûr, des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour, lieutenant-colonel Vincent Arbaretier. Vous êtes historien militaire et docteur en sciences politiques. Bienvenue à vous. Bienvenue également à vous, Niagale Bakayoko. Vous êtes enseignante à Sciences Po et présidente de l'African Security Network. Et puis on vous salue également, Antoine Glaser. Bonjour, vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, auteur de Sombre Lagune aux éditions Fayard Noir. On va donc regarder deux zones du globe, on l'a dit, la Syrie, mais surtout ce matin le Mali. Le Mali, où la France invite donc ses ressortissants à partir dès que possible suite à la progression du JNIM, un groupe dont on va vous parler juste après ces précisions de notre correspondant en Afrique de l'Ouest. Oui, absolument. C'est avant tout une mesure de prudence, tellement la situation aujourd'hui au Mali est volatile, très tendue. Avant-hier, il y a encore eu plusieurs enlèvements d'étrangers, des Asiatiques dans le pays par des groupes armés, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui frappent toujours plus proche de la capitale, parfois à moins de 40 km seulement de Bamako. Alors cette recommandation du Quai d'Orsay s'adresse à environ 5000 Français et leurs familles présents au Mali, mais la France n'est pas le seul pays à lancer ce type d'alerte. Les États-Unis ont également demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le territoire malien. Cela fait suite à 2 mois de recrudescence d'attaques djihadistes qui visent tout particulièrement les convois de carburant qui doivent ravitailler la capitale Bamako. Voilà pour ces précisions de Nicolas Bertrand. Pourquoi cet appel aux Français à partir? À quel point la situation est-elle critique sur place, Niagalagé? Alors, la situation est critique, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, parce que le JNIM, donc je précise que c'est un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, qui mène des attaques contre les camions-citernes en provenance du Sénégal et de Côte d'Ivoire pour asphyxier économiquement en réalité la capitale, parce qu'il ne semble pas avoir véritablement les moyens militaires d'abord de la prendre, mais surtout de la contrôler sur le long terme. Donc, il cherche à obtenir un effondrement plutôt par l'intérieur du régime militaire en place. Ça veut dire, si on comprend bien, qu'il n'y a pas, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une prise de Bamako par ce groupe djihadiste. Ce n'est pas le scénario qui semble le plus probable à cette heure, Niagalé? Alors non, pour l'instant, ça n'est pas encore le scénario le plus probable. Ce qui semble se dessiner, en revanche, c'est plutôt la mise en place d'une sorte de coalition plus politique avec des opposants au régime, avec des acteurs religieux rigoristes, dont certains sont exilés à l'étranger, ce qui permettrait peut-être au JNIM de se détacher de la centrale d'Al-Qaïda pour mettre en place une gouvernance collégiale articulée, en effet, autour d'une application rigoriste de la charia. Donc une prise de pouvoir, mais pas par la force, par une alliance politique. Vous partagez Comme le dit Niagalé, en fait, c'est une nouvelle stratégie. Ouais. Ça veut dire, c'est en fait affamer, priver la grande capitale. Il y a quand même 3,1 millions d'habitants à Bamako. Priver la capitale d'approvisionnement, surtout en carburant, puisque ça arrive, quand vous regardez une carte, vous voyez bien que le Mali est totalement enclavé. Donc, le carburant, le truc alimentaire par l'arrivée de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais il faut savoir aussi que le JNIM, là, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, habituellement, ils sont dans le nord du pays. Et il ne faut quand même pas oublier que ce sont des Touaregs en même temps, mais on parle toujours des Touaregs du JNIM, mais on oublie qu'ils sont affiliés au Front de libération du Massina, qui est le centre du pays. Et donc, c'est une nouvelle stratégie. Et je pense qu'il y a un truc dont on ne parlera peut-être pas, mais qui est aussi le fait que le gouvernement malien
le grand protecteur quand même du gouvernement malien pendant longtemps, en particulier au nord du pays, c'était l'Algérie. Et les relations sont très tendues entre l'Algérie et le Mali. Et c'est pour ça que le JNIM a pu descendre, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a pu descendre autour de Bamako, compte tenu de ses relations aussi avec l'Algérie. Oui. Donc au nord, le gouvernement actuel a repris le nord du pays à Kidal, qui était vraiment les Touaregs, c'était vraiment, ils voulaient absolument avoir leur région à eux, et actuellement, ils sont descendus, mais je suis d'accord avec Niagalé, ils n'ont pas la capacité de prendre une ville, la capitale Bamako, mais ils ont pris d'autres petites régions. On voyait la région de Caille, alors c'est aussi pour contrôler les routes qu'ils ont pris possession de cette zone-là. C'est très facile, pour contrôler les routes, ils ont quand même attaqué l'aéroport de Bamako à un certain moment donné. Oui, mais ils ont des moyens. Quelle différence entre une prise de contrôle par la force et puis une alliance politique qui les amène au pouvoir pour la population locale? Il y en a une ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie du JNIM, il faut le savoir, depuis des années, contrairement à celle de l'État islamique qui est également présent, mais qui affronte le JNIM, c'est de séduire les civils. C'est de ne pas s'en prendre aux civils. C'est en effet de soumettre par la force ceux qui collaborent avec les autorités gouvernementales et militaires, mais c'est de ne pas attaquer les civils, mais de leur imposer effectivement, en revanche, un certain nombre d'injonctions. Les compagnies de transport sont prises à partie, et par exemple, le JNIM a imposé le port intégral du voile à toutes les femmes maliennes. Le risque, les transports, pardon. Sans vouloir caricaturer, mais le risque que le Mali devienne un nouvel Afghanistan, il est réel? Non, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense. Colonel. Alors moi, ce que j'en pense, si vous voulez, c'est que d'abord, il y a eu un échec de l'armée malienne soutenue par Wagner par rapport au danger pour le gouvernement actuel. Donc, effectivement, un jour ou l'autre, le gouvernement transitoire, mais qui est en fait un gouvernement issu d'un coup d'État d'une certaine fraction de l'armée malienne, qui est quand même... l'armée malienne, pour la connaître un petit peu, c'est une armée à base de Bambara, elle est assez forte dans la région de Bamako, mais elle est beaucoup moins forte dès qu'on s'éloigne de 100 à 120 km. Et le problème, c'est qu'actuellement, par qui est-elle soutenue par plus personne. Alors bien sûr, il y a Wagner, il y a la Chine aussi, qui avait soutenu de manière pour les équipements, notamment en transmission, l'armée malienne. Mais il n'y a plus non plus la MINUSMA. La MINUSMA est partie en 2024. Donc c'était quoi? C'est la force de l'ONU qui permettait de lutter contre les forces djihadistes et qui a été renvoyée mais par l'action de ce même gouvernement malien qui avait fait pression pour le coup sur les ravitaillements que recevait la MINUSMA, qui en confisquait une partie. Donc si vous voulez, actuellement, le Mali, on l'imagine pas. Et ça, c'était après le départ de la France, parce qu'on rappelle que la France s'est fait montrer la sortie. C'était en juin 2024, par la fameuse. Donc l'ONU, si vous voulez, actuellement, le Mali n'est soutenu pratiquement par personne, sinon peut-être par les gouvernements qui sont un peu identiques, qu'on trouve dans le Niger et qui ont eux-mêmes des problèmes. Et qui ont même des problèmes. Le Niger a les mêmes problèmes. Ouais. Donc actuellement, si vous voulez, pour la France, c'est une double préoccupation. C'est que militairement, même si le gouvernement malien demandait un soutien de la France, qui pour l'instant peu probable, mais nos forces en Afrique ont disparu, ou sont en cours de disparition, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On n'a plus que Djibouti qui tiennent, avec encore une petite force au Congo-Brazzaville, mais qui est très loin. Djibouti, c'est très loin, c'est plus de 6000 km. Donc militairement... Vous dites s'ils nous appelaient. Déjà, est-ce que c'est une option qui est vraiment envisageable, premièrement? Pas vraiment. Pas vraiment pour l'instant. Pas vraiment pour l'instant. Ouais. Mais s'il y avait un changement à l'intérieur du gouvernement malien, et que pour une raison ou pour une autre, ils appellent les alliés du Mali à intervenir, en fait, ce serait plus compliqué. Pardon. Ce serait plus compliqué d'intervenir pour la France actuellement que ça ne l'était au moment de Serval, il y a 12 ans, puisque les premières forces qui sont intervenues, il ne faut pas l'oublier, c'est des forces qui étaient prépositionnées. Ce pas des forces qui sont venues de métropole. Il y a un incroyable sentiment de retour en arrière. Enfin, vous rappelez Serval, effectivement, il y a 12 ans, puis l'opération Barkhane, 58 militaires français morts pour libérer ces régions des djihadistes où ils sont de retour et sur le point potentiellement de prendre le contrôle. C'est terrible comme constat. Alors, c'est terrible, et surtout, ça démontre que la totalité des acteurs qui ont cherché à s'opposer à ces groupes djihadistes ont échoué. Ça a été le cas, en effet, des forces françaises, ça a été le cas
des Russes, de manière très claire. La France réussissait quand même à contenir les ça attaques. dépend. La France, d'abord, n'était pas déployée dans les zones qui sont actuellement sous prise de contrôle du JNIM. Elle était davantage déployée dans le nord et dans les régions autour de Gao, etc. Si l'on regarde très clairement les cartes des attaques depuis le début des années 2010, elles n'ont cessé de progresser tout au long de cette dizaine d'années. En effet, on se retrouve dans une situation qui rappelle les échecs qu'on a connus en Afghanistan, les échecs qu'on a connus également en Syrie. Vous dites que la situation n'était pas meilleure sur place lorsque l'armée française y était. Il y avait une progression continue, non seulement de l'expansion géographique des groupes djihadistes, à la fois, et c'est important de le rappeler, les groupes affiliés à Al-Qaïda et ceux affiliés à l'État islamique, mais il y avait aussi un enracinement de ces groupes, ce qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus préoccupant. Ce qu'il faut aussi comprendre, et Niagal a raison, c'est pas simplement nous, évidemment, le djihad, ils font appliquer la charia dans les bus et les femmes maintenant sont voilées au fond, etc. Il faut comprendre aussi que se superpose un problème aussi. Le lieutenant l'a dit tout à l'heure, ça veut dire c'est des Bambara, Soninké qui sont dans la capitale Bamako, et là ce sont les Touaregs au nord, et vous avez des Peuls à peu près au centre du pays. Et donc, ce sont peut-être, évidemment, ce sont des djihadistes, mais en même temps, pour la capitale, de voir comme ça des Touaregs qui ont toujours revendiqué l'indépendance du nord du pays, qui veulent la partition du pays. Et des pays immenses comme ça, entre Kidal, le nord du pays, et Bamako, vous avez 1500 kilomètres. Donc ça veut dire, il y a quand même, ils sont descendus, c'est de 1500 kilomètres. Et vous avez des alliances locales. On parle toujours évidemment du JNIM, mais vous avez d'autres groupes armés. Et donc, c'est un pays qui est en train de se morceler. Et le grand problème, à mon avis, les seuls qui peuvent actuellement sauver le gouvernement actuel, ce sont les Algériens. Parce que les Algériens, ils ont aussi, avec eux, ils ont un allié qui s'appelle l'imam Diko, qui est un imam qui est l'opposant des putschistes actuels. Et en fait, la France, les gens extérieurs ne peuvent plus rien faire. Je veux dire, le problème, c'est vraiment les grands voisins. Les grands voisins, c'est le Maroc et l'Algérie. C'est ça qui peut jouer. Mais sinon, au niveau du pays eux-mêmes, encore une fois, ils ne peuvent pas prendre la capitale. C'est quand même compliqué avec 3,1 millions d'habitants. Oui. Les Français, il y a de moins en moins. On a parlé de 5 000. À mon avis, ils sont plus proches de 4 000 que de 5 000. Mais encore une fois, c'est une gestion qui va être maintenant une gestion interne de ces pays. Encore, et vous avez aussi les Peuls du Front de Libération du Massina. Alors, c'est compliqué à comprendre, mais il faut faire l'effort de comprendre parce que nous, on est toujours, on a l'impression qu'il y a les bons et puis il y a le djihad d'un côté et les bons de l'autre. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait que c'est compliqué puisque ce sont des putschistes au pouvoir et que, on a conscience de cette ambiguïté des deux côtés. Mais des communautés qui sont... Il y a des éleveurs Peuls, eux, ils veulent passer avec leurs troupeaux. Mais vous dites c'est un petit peu des affaires qui concernent le Mali, la région. Si vous êtes un jeune Bambara et que vous n'avez pas les moyens de vivre, de survivre au quotidien, s'il y a un type, vous n'allez pas vous occuper s'il est djihadiste ou pas, qui va vous proposer de conduire un camion, vous allez prendre le camion. Pourquoi ce sont des affaires internes au pays aujourd'hui et ça ne l'était pas il y a 12 ans quand on a lancé l'opération Serval, qu'on comprenne bien la distinction. La différence, c'est que la France, quand le président Hollande est intervenu pour empêcher l'arrivée à Bamako des djihadistes qui venaient du Nord. La différence, c'était qu'il y avait un gouvernement qui avait été élu. Alors, on peut le critiquer et tout ça, et donc, il y avait une certaine légitimité, d'autant qu'il y avait un accord de défense qui maintenant a été remis en cause entre la France et le Mali. Et donc, c'était du devoir de la France d'intervenir au Mali dès lors qu'on lui demandait d'intervenir. Aujourd'hui, le problème est le suivant, c'est que, effectivement, ce sont des problèmes internes, mais on va vite se retrouver concerné pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'on a une communauté malienne qui est assez forte en France et qui a des liens avec les Maliens qui sont là-bas. Donc, on va, à un moment ou à un autre, du fait de notre propre situation intérieure, être aussi intervenant. Ensuite, la deuxième raison, que alors, je suis d'accord avec madame, s'il y avait... Parce que
tous ces groupuscules sont soutenus par l'extérieur, sont soutenus par des régimes qui, par ailleurs, sont aussi parfois nos alliés, si vous voulez. Et donc, alors, ce JNIM, affilié à Al-Qaïda, il est soutenu par qui ? À votre avis, ce sont les pays du Golfe, hein, et puis même des organisations privées. Quand vous allez à Bamako, moi, quand j'y étais ça remonte à 8 ans, eh bien vous avez plein d'écoles islamiques qui, elles, sont construites par l'Arabie Saoudite, par les Émirats, et donc ces gens-là, si vous voulez, ils visent à l'islamisation, et je suis d'accord avec madame, le fait qu'ils demandent aux dames, parce que le bus, les gens n'ont pas de voiture au Mali, donc ils prennent des bus ou des bus collectifs, et le fait de demander aux dames de mettre le voile, c'est un signe. Donc en fait, ce qui risque, on va y avoir, c'est ce que Mao Tse-tung appelait la tache d'huile. Ce qui va se passer, ça va être la tache d'huile. Donc, effectivement, il n'y aura pas d'action de force, comme c'était le cas il y a 13 ans, enfin en 2013, oui. Mais il va y avoir une tache d'huile. Alors, les Bambara, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes pauvre... Tache d'huile sur les autres pays déjà sur Bamako. Et donc, ils vont prendre le pouvoir par le phénomène de la tache d'huile. Parce que quand vous êtes pauvre, que vous avez de l'argent qui arrive par les filières islamistes, il faut bien appeler les choses, via des comptes de ça, et ben les gens... Ils ont besoin d'argent, si vous voulez, pour vivre. Ils auront besoin, à un moment, et le gouvernement, il tombera, comme le gouvernement sud-vietnamien, en 1975. Donc il y a de l'argent derrière pour arroser ces groupes et les rendre populaires. Et donc, ça devient, pour terminer sur le moment où ça devient le problème de la France. Ils ont lu peut-être Mao Tse-tung, si vous voulez, les islamistes, ou ils ont lu le commandant Galula, qui avait écrit que pour prendre le pouvoir, il y a deux techniques, il y a deux tactiques, il n'y en a pas de 36, soit l'action en force, quand on se sent suffisamment fort militairement, mais comme ça a été très bien dit, se contredit des notions d'ethnie et géographique. Et le Mali est un pays très grand, c'est 1 200 000 km. Donc en fait, c'est la tache d'huile autour de Damas. Mais donc là, ça concerne la France, vous dites, parce que... On a une communauté malienne, on va avoir des réfugiés maliens qui vont fuir le gouvernement islamique ou islamisé qui va se voir, et puis parmi ces Maliens qui vont revenir, donc on aura certainement des djihadistes. Oui. Et le problème, c'est que, ça, je ne sais pas, c'est qu'il faut continuer à avoir du renseignement sur tout ce qui se passe là-bas. Mais comme on n'a plus d'ambassade, on n'a plus de... Voilà, maintenant, quelles sont nos sources de renseignement ? Et je suis très d'accord avec monsieur, l'Algérie a un rôle fondamental à jouer. Et elle l'a toujours eu. Alors le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est l'allié de la Russie. Les relations ne sont pas... Alors, l'Algérie va t'aider... Comme ils ont utilisé les Russes, comme finalement le gouvernement malien a utilisé les Russes pour reprendre Kidal au nord, c'est évident que les Algériens sont ennuyés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relations avec le Mali. En même temps, ils sont proches des Russes pour tout leur armement. Ils ne peuvent pas changer ça du jour au lendemain. Et donc là, il y a une contradiction majeure. Et en plus, ils ont le principal opposant au régime actuellement à Bamako, qui est l'imam Dicko, qui est réfugié chez eux. Et donc là, il y a le seul qui peut faire un deal, c'est effectivement les Algériens. Je suis pas... Franchement, moi, je suis pas expert, je suis journaliste et je suis pas, comme vous le voyez, je suis un petit blanc des bords de Seine. Mais j'imagine difficilement que les JNIM aient pu descendre autour de Bamako sans avoir quand même un feu vert de l'Algérie, parce que ça permet à l'Algérie, ce qui intéresse les Algériens, c'est leur profondeur stratégique sur le Kidal, l'univers Touareg. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Il y a le Front de libération des Massinas. Ce sont les Peuls. On ne rigole pas avec les Peuls. Il y a un problème de fond historique, là, pour le coup. C'est que la France, contrairement à la Grande-Bretagne, donc quand elle a décolonisé, notamment en Afrique, mais c'est peut-être le cas au Levant, pour revenir à la Syrie ou au Liban, c'est que la France a privilégié les peuples sédentaires sur les peuples nomades du désert. Chez les Britanniques, c'est un peu le mythe de Laurence d'Arabie. Les gens du désert qui, en fait, allaient enlever des esclaves dans la zone Bambara, eh bien, la France les a toujours combattus. Parce que la France voulait, par l'entrée de ses valeurs républicaines, s'appuyer sur des populations sédentaires. Les Levantins au Liban ou en Syrie et les Bambara au Mali et ailleurs. Donc en fait, on a ce problème fondamental. Effectivement, la première révolte azawad dans le nord du Mali, c'est 3 ans après l'indépendance, en 1963. Donc ça existe depuis toujours. On comprend qu'il y a des dynamiques complexes et des erreurs historiques qui ont été commises, mais pour essayer de se projeter un petit peu sur l'avenir, un risque quand même djihadiste quasiment potentiellement incontrôlable au Mali et en Afrique de l'Ouest et en France. Il faut sortir de cette idée selon laquelle il n'y a qu'un danger djihadiste. L'islam au Mali n'est pas que djihadiste, il y a l'islam politique, rigoriste. Avec raison, Antoine Glaser
Caser mentionnait le rôle de cet imam Dicko qui est réfugié en Algérie, qui promeut une vision extrêmement rigoriste, lui aussi, de la charia. Donc, ce vers quoi on pourrait s'acheminer, c'est vers une mise en place d'un gouvernement, peut-être avec un guide religieux. On a vu ça à une époque. Mais pas de au Soudan. Projection djihadiste Alors, par pour des répondre à votre question, projection djihadiste, ça dépend où. Actuellement, le JNIM dont on parle est extrêmement implanté également au Burkina Faso, notamment dans le nord et une partie du centre et de l'est, et également à des entrées au Niger. Donc il y a déjà cette pénétration-là et on voit bien que ça se déporte également son emprise vers le Sénégal. Pour ce qui concerne la France en tant que telle, je ne pense pas qu'il y ait de danger migratoire notamment particulier dans la mesure où la plupart des personnes qui fuient le djihad se retrouvent dans les pays alentours ou dans des camps de déplacés à Bamako, pas à Bamako, mais au Mali lui-même. Ce qui crée de forts déséquilibres, cela dit, dans la sous-région également. La possibilité d'une intervention française, vous l'avez écartée complètement. Je veux dire, les mecs qui sont hyper souverainistes et ils ne veulent pas jamais appeler la France. Si jamais ça touche le Sénégal, parce qu'on voit que ces djihadistes sont... Le Sénégal a demandé à la France de partir. Donc je pense que ça serait très compliqué. Donc ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'est plus l'affaire militaire. Non, mais alors je suis d'accord, il y a France. au moins, en plus, on sous-estime les communautés maliennes en France. Il y a au moins ça c'est 400 000, extrêmement 500 000. intéressant comme point. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un point qui est rarement soulevé, c'est aussi nos alliés dans des pays du Golfe, je veux dire que ça soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Quand les Émirats Arabes Unis, ils soutiennent finalement au Tchad la prise de El Fasher au Soudan, on se retrouve, on a une base militaire aux Émirats Arabes Unis. S'ils font du prosélytisme au Mali, s'ils soutiennent l'imam Dicko, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah non, c'est des horribles djihadistes, etc., l'islam et tout. En plus, on n'en est pas là. Je veux dire, ils ont pris le JNIM, ils ont pris une ville à 500 km de Bamako. Pour l'instant, ils sont assez intelligents. Ils laissent les autorités locales, etc. Ils font pas ça du jour au lendemain. C'est une mouvance globale. Mais il faut savoir aussi où l'on est, nos alliés, etc. On peut pas dire une chose et son contraire. Je veux dire, vous avez des reportages comme quoi la moitié de Paris appartient au Qatar. Vous pouvez pas dire en même temps. C'est ça le problème, bien attaquer sûr. les Qataris. La moitié, c'est un peu exagéré. Le sentiment anti-français aussi dans ce pays, c'est une réalité. On a recueilli, l'AFP a recueilli des réactions justement dans les rues de Bamako. Écoutez. Nous disons aux ministres de ne plus jamais recevoir un Français, ni un Américain. Ils sont tous des ennemis du Mali. Ce sont des faux-semblants. Ce sont eux qui ont besoin du Mali et non le contraire. Les Français sont au Mali pour leurs propres intérêts et non pour ceux du Mali. Les Maliens sont désormais debout pour prendre leur situation en main. Cette histoire ne concerne qu'eux-mêmes. Nous devons chasser tous les Français de notre territoire et montrer au monde entier, aux Blancs, qu'ils sont insignifiants dans nos affaires. En tout cas, on n'est pas réclamé. Alors, non, il y a plusieurs éléments. Il y a un très fort rejet de la politique étrangère de la France. Les Français, en tant que tels, ne sont pas honnis, comme ils ont pu l'être, par exemple, en Côte d'Ivoire, au début des années 2000. Mais en effet, ce qui s'est produit, c'est un rejet de la posture de la France, perçue comme trop paternaliste et comme trop interventionniste. Sauf que la Russie devait prendre le relais pour protéger ces régimes-là, et a totalement échoué. La Russie a totalement échoué. Ce qui est très important, et Nia Gallet vient de le soulever, mais qui est très important, quand vous êtes à Bamako, pour eux, ils considéraient que leur problème principal, c'était les Touaregs du Nord. Ils disaient, ce sont nos esclavagistes, etc. Et pour eux, la France soutenait beaucoup trop les Touaregs du Nord. L'armée française avait besoin des Touaregs du Nord au niveau du renseignement en particulier. Et donc pour eux, ils n'avaient pas les djihadistes, ce n'est pas des ennemis. Off des copains Barbara, ils vous disent mais nous, notre problème c'est pas les djihadistes, on s'en fout des djihadistes, notre problème ce sont les Touaregs du Nord et la France les protège. Vous voyez comme c'est complexe. Oui, effectivement. Un mot de la situation en Syrie tout de même, parce que c'est important depuis la chute de Bachar al-Assad, on observe une résurgence très importante des attaques, alors là pour le coup vraiment des attaques de l'État islamique qui se sont multipliées, qui sont quotidiennes désormais de part et d'autre de l'Euphrate où on apprend que ces djihadistes circulent désormais librement. Or les Américains sont en train de se désengager, colonel, 2 fois moins d'hommes à courte échéance. Il reste les Kurdes en rempart contre l'État islamique. Là, l'état de la menace, il se situe à quel niveau ? Il se situe à la fois au niveau de l'instabilité, quoi qu'on en dise, du gouvernement syrien
actuel, Ouais. parce que, en fait, ce n'était qu'un des groupuscules qui a fait partie du front anti-Bachar el-Assad qui a pris le pouvoir. Donc il se retrouve confronté aux Druzes, il se retrouve confronté aux minorités qui sont toutefois importantes, qu'il n'a pas réussi à rallier, qui étaient les Alaouites, qui ont été persécutés, et les chrétiens. Donc en réalité, le président, avec toute sa bonne volonté apparente, essaie de rallier autour de lui des gens qui sont, là aussi, je vais faire un parallèle avec le Mali, mais qui sont de peuplements différents, de régions différentes. Et en fait, le nationalisme syrien n'est apparu que comme au Mali dans les années 60. Et c'est par hasard que les militaires ont pris le pouvoir depuis 1970 jusqu'à Bachar, pratiquement. On continuera cette conversation une autre fois parce qu'on n'a plus de temps, mais merci beaucoup à tous les trois de nous avoir bien éclairé sur cette situation au Mali si complexe. Restez avec nous sur France Info.